Dracula par Bram Stoker. Chapitre 2. Journal de Jonathan Harker. 5 mai. J'ai dû m'endormir car il va de soi que, si j'avais été pleinement réveillé, j'aurais à coup sûr observé que nous approchions d'un lieu aussi remarquable. La cour, dans les ténèbres, semblait être de dimensions considérables. Comme en partaient plusieurs passages plongés dans l'obscurité et surmontés de grandes arches de forme ronde, peut-être paraissait-elle plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Je n'ai pas encore eu la possibilité de la voir à la lumière du jour. Lorsque la calèche s'arrêta, le cocher sauta à terre et il tendit la main pour m'aider à descendre. Une nouvelle fois, je ne pus que remarquer sa force prodigieuse. Sa main était en vérité comme un étau d'acier qui aurait pu broyer la mienne si tel avait été son choix. Puis il sortit mes affaires et les posa sur le sol à côté de moi. Je me tenais alors près d'une grande porte ancienne, parsemée de gros clous de fer et insérée dans la pierre massive d'une embrasure en saillie. La faible lumière ne m'empêchait pas de voir que cette pierre était sculptée, mais que le relief en avait été fort altéré par les ans et les intempéries. Tandis que je restais sur place, le cocher sauta de nouveau sur son siège et secoua les rênes. Les chevaux s'ébranlèrent et tout l'équipage disparut dans l'une des bouches sombres. Je restai sans mot dire là où j'étais, car je ne savais quoi faire. D'une cloche ou d'un heurtoir, point de signe. Ces murs menaçants et ces sombres fenêtres qui les perçaient, il était peu vraisemblable que ma voix pût les franchir. J'eus l'impression d'attendre un temps interminable, et je me sentis assailli par les doutes et les peurs. En quelle sorte d'endroit étais-je venu, et parmi quelle sorte de gens? Dans quel genre de sinistre aventure m'étais-je embarqué? Était-ce là un incident banal dans la vie d'un clerc d'avoué expédié pour expliquer à un étranger les détails de l'acquisition d'une propriété londonienne? Clerc d'avoué. Mina n'aimerait pas cela. Avoué, plutôt. Car juste avant de quitter Londres, j'ai ouï dire que j'avais été reçu à mon examen, et me voici maintenant avoué, à part entière. Je me mis à me frotter les yeux et à me pincer pour m'assurer que j'étais bien réveillé. Tout cela m'avait l'air d'être un horrible cauchemar, et je m'attendais à soudain m'éveiller et à me trouver chez moi, l'aurore se frayant un passage à travers des fenêtres. C'était ce que j'avais à plusieurs reprises ressenti le matin suivant une journée de surmenage. Mais ma chair réagit à l'épreuve du pinson, et mes yeux ne se laissaient pas tromper. J'étais bel et bien réveillé, au milieu des Carpates. Il ne me restait alors qu'à être patient et attendre la venue du matin. Je venais à peine d'arriver à cette conclusion lorsque j'entendis un pas lourd qui approchait derrière la grande porte. Et au travers des fentes, je vis la lueur d'une lampe qui venait vers moi. Puis ce furent les bruits des chaînes qui s'entrechoquent, le cliquetis de verrous massifs que l'on défait. On fit tourner une clé avec un long bruit grinçant montrant qu'elle n'avait pas servi depuis longtemps, et la grande porte se rabattit. À l'intérieur se tenait un vieil homme, de haute taille, rasé de frais à l'exception d'une longue moustache blanche, et vêtu de noir, de pied en cap, sans qu'on vît sur lui la moindre trace de couleur. Il avait à la main une antique lampe d'argent dont la flamme brûlait, sans aucune espèce de verre ni de globe, projetant de longues ombres tremblotantes tandis qu'elle dansait dans le courant d'air que laissait passer la porte ouverte. De la main droite, le vieil homme me fit signe d'entrer. D'un geste plein de civilité, il dit dans un anglais excellent mais avec une étrange intonation: « Bienvenue chez moi. Entrez librement, et de votre propre chef. » Il ne s'avança pas pour m'accueillir, mais restait immobile, telle une statue, comme si son geste de bienvenue l'avait pétrifié. Pourtant, au moment même où j'eus franchi le seuil, il s'avança d'un mouvement impulsif, en tendant la main, et saisit la mienne, avec une force qui me fit tressaillir, que sa main parut froide, comme de la glace, n'atténua pas cette sensation. On pensait davantage à la main d'un mort que d'un être vivant. Puis il dit de nouveau « Bienvenue chez moi.
Venez-y librement, sentiez-vous en sécurité, et laissez ici un peu du bonheur que vous apportez. » La force de cette poignée de main rappelait à ce point celle que j'avais observée chez le cocher, dont je n'avais pas vu le visage que, l'espace d'un instant, je me demandais si ce n'était pas la même personne à laquelle je parlais. Pour être certain, je dis sur un ton interrogatif: « Monsieur le comte Dracula ?» Il s'inclina, civilement, tout en répondant: « Je suis Dracula, et je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, monsieur Harker. Entrez, l'air de la nuit est frais, et vous avez sûrement besoin de vous restaurer et de vous reposer. » Tout en me parlant, il posa la lampe sur une potence du mur et il sortit prendre mes bagages. Il les avait rentrés avant que je ne puisse prévenir son geste. Je protestai, mais il insista. « Non, monsieur, vous êtes mon hôte. Il est tard, et mes gens ne sont pas disponibles. Laissez-moi veiller moi-même à votre confort. » Il insista pour porter mes affaires, empruntant le couloir, puis un grand escalier en colimaçon, puis un autre grand couloir dont les dalles de pierre résonnaient lourdement sous nos pas. Au bout de celui-ci, il ouvrit, d'un coup, une lourde porte, et je me réjouis de voir une pièce bien éclairée où une table avait été dressée pour le souper, tandis que dans l'âtre imposant bondissaient les flammes d'un grand feu de belles bûches. Le comte fit halte, déposa mes bagages, ferma la porte, et après avoir traversé la pièce, il ouvrit une autre porte qui donnait sur une petite pièce octogonale éclairée par une lampe unique, et qui ne semblait pourvue d'aucune espèce de fenêtre. L'ayant traversée, il ouvrit une autre porte et me fit signe d'entrer. La scène me fut un réconfort, car c'était une grande chambre à coucher, bien éclairée et chauffée par un autre feu de belles bûches, dont le rugissement sourd s'engouffrait dans la large cheminée. Le comte lui-même y laissa mes bagages et se retira, disant avant de refermer la porte: « Après votre voyage, vous aurez besoin de reprendre des forces en faisant votre toilette. J'espère que vous trouverez tout ce que vous souhaitez. Lorsque vous serez prêt, venez dans l'autre pièce, où vous verrez que votre souper sera prêt. » La lumière, la chaleur et l'accueil courtois du comte semblaient avoir dissipé tous mes doutes et toutes mes peurs. Ayant donc recouvré mon état normal, je découvris que je mourrais de faim. Aussi, après une rapide toilette, je me rendis dans l'autre pièce. Je vis que le souper était déjà servi. Mon hôte, se tenant debout à côté de la cheminée, me fait signe de venir à table d'un geste gracieux de la main, et il dit: « Je vous en prie, asseyez-vous et soupez à votre guise. Vous voudrez bien, je l'espère, m'excuser de ne pas me joindre à vous, mais j'ai déjà dîné, et je ne soupe point. » Je lui tendais la lettre scellée que M. Hawkins m'avait confiée. Il l'ouvrit et la lut avec gravité, puis avec un sourire plein de charme, il me l'attendit pour que je la lise. Il est au moins un passage de cette lettre qui me fit frissonner de plaisir. « Je regrette fort qu'un accès de goutte, maladie dont je souffre en permanence, m'interdise formellement tout voyage durant quelque temps, mais je suis heureux de vous dire que je suis en mesure de vous envoyer un représentant qui fera l'affaire et en qui j'ai une confiance sans faille. C'est un jeune homme qui, dans son genre, est plein d'énergie et de talent et d'une nature fort loyale. Il est discret et silencieux, et c'est à mon service qu'il a atteint l'âge d'homme. Durant son séjour, il sera à votre disposition lorsque vous le souhaiterez, et il suivra vos instructions à tous égards. » Le comte lui-même s'avança, souleva le couvercle d'un plat, et je m'attaquai aussitôt à un excellent poulet rôti. Ce poulet, accompagné de fromage, d'une salade et d'une bouteille de vieux Tokay dont je bus 2 verres, constitua mon souper. Tandis que je mangeais, le comte me posa de nombreuses questions à propos de mon voyage, et petit à petit je lui dis tous les événements que j'avais connus. J'avais alors fini de souper, et comme le désirait mon hôte, j'avais tiré un siège près du feu et commencé à fumer un cigare qu'il m'avait offert, tout en me priant de l'excuser de ne pas fumer. L'occasion m'était alors donnée de l'observer, et je trouvais qu'il avait une physionomie des plus prononcées. Il avait le visage fortement, très fortement aquilin, avec un nez fin dont l'arête était très proéminente, et des narines curieusement arquées, un front haut et bombé,
et des cheveux clairsemés sur les tempes mais abondants ailleurs. Ses sourcils étaient fort massifs, ils se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils en broussailles semblaient bouclés sous l'effet de leur profusion. La bouche, pour autant que je la visse, sous la lourde moustache, était figée et d'allure plutôt cruelle. Elle était garnie de dents blanches, particulièrement acérées, qui saillaient par-dessus des lèvres dont l'incarnat remarquable attestait une vitalité stupéfiante chez un homme de son âge. Pour le reste, il avait des oreilles pâles, au sommet extrêmement pointu. Le menton était large et fort, et les joues fermes, bien que peu épaisses. L'ensemble produisait un effet de pâleur extraordinaire. Jusqu'alors, à la lueur du feu, j'avais remarqué le dessus de ses mains qui étaient posées sur ses genoux, et elles m'avaient semblé blanches et fines. Mais en les voyant désormais proches de moi, je ne pus m'empêcher de remarquer qu'elles étaient plutôt rudes, larges, avec des doigts trapus. Chose étrange à dire, il avait des poils au creux des paumes. Les ongles étaient longs et fins et taillés en pointe. Lorsque le comte se pencha sur moi et que ses mains me touchèrent, je ne pus me retenir de frissonner. Peut-être était-ce dû à son haleine fétide, mais une horrible sensation nauséeuse me submergea. Il me fut impossible de cacher quoi que je fisse. Le comte, qui l'avait à l'évidence remarqué, se recula, et avec un sourire sinistre qui montra ses dents, plus qu'il ne l'avait fait jusqu'alors, il se rassit de son côté à lui de la cheminée. Pendant un certain temps, nous restâmes tous deux silencieux, et tandis que je regardais en direction de la fenêtre, je vis se dessiner faiblement les premiers rayons de l'aurore qui arrivaient. Une étrange tranquillité semblait recouvrir toute chose, mais tendant l'oreille, j'entendis, comme en provenance du bas de la vallée, un hurlement poussé par de nombreux loups. Une lueur se fit jour dans les yeux du comte, et il dit « Écoutez-les, les enfants de la nuit. Quelle musique ne font-ils pas ?» Voyant, j'imagine, sur mon visage une expression qui ne lui était pas connue, il ajouta « Ah, monsieur, vous autres, habitants de la ville, ne pouvez pas connaître de l'intérieur les sentiments du chasseur. Mais vous devez être fatigué. Votre chambre est toute prête, et demain, vous dormirez aussi longtemps que vous le souhaiterez. Il faut que je m'absente jusqu'à l'après-midi, alors dormez bien et faites de beaux rêves. » Sur ce, s'inclinant avec courtoisie, il m'ouvrit lui-même la porte donnant sur la pièce octogonale, et je pénétrai dans ma chambre. Me voici au milieu d'un océan d'étonnement. Je doute, j'ai peur, j'ai des pensées étranges que je n'ose même pas avouer à mon âme. Dieu me garde, ne fût-ce que pour l'amour de ceux qui me sont chers. 7 mai. C'est de nouveau le petit matin, et je me suis reposé et j'ai goûté les 24 heures qui viennent de passer. J'ai dormi tard et me suis réveillé de mon propre chef. Après m'être habillé, je suis allé dans la pièce où nous avions soupé et j'ai vu qu'un petit déjeuner froid avait été disposé, avec du café au chaud, la cafetière ayant été placée dans la cheminée. Il y avait une carte sur la table sur laquelle on avait écrit « Je dois m'absenter un certain temps. Ne m'attendez pas. D. » Je m'installai donc et mangeai de bon appétit un repas généreux. Lorsque ce fut fait, je cherchai une sonnette afin de faire savoir aux domestiques que j'avais terminé, mais je n'en trouvai point. À coup sûr, il y a des choses qui manquent bizarrement dans cette maison, quand on pense aux signes extraordinaires de richesse qui m'entourent. Le service de table est en or et si magnifiquement ouvragé qu'il doit valoir immensément cher. Les rideaux, la tapisserie des sièges et des sofas ainsi que les tentures de mon lit sont en tissu très coûteux et très beau, et ils devaient avoir une valeur fabuleuse lorsqu'on les a fabriqués. Ils sont en effet vieux de plusieurs siècles, bien qu'en excellent état. J'en ai vu qui leur ressemblaient à Hampton Court, mais ils étaient défraîchis, élimés et mités. Et pourtant, il n'y a de glace dans aucune pièce. Il n'y a pas même sur ma table de miroir pour faire sa toilette. C'est bien qu'il m'a fallu prendre dans mon sac un petit miroir de rasage afin de pouvoir me raser et me brosser les cheveux.
Je n'ai encore vu nulle part de domestique et je n'ai pas entendu le moindre bruit près du château si ce n'est le hurlement des loups. Lorsque j'eus terminé mon repas, je ne sais pas si je dois l'appeler petit déjeuner ou dîner car il était entre 5 et 6 heures lorsque je l'ai pris, j'ai cherché quelque chose à lire car je n'avais pas envie de me promener dans le château avant d'en avoir demandé la permission au comte. Il n'y avait absolument rien dans cette pièce, ni livre, ni journal, ni même de quoi écrire. J'ai donc ouvert une autre porte de la pièce et découvert une sorte de bibliothèque. Je tentai d'ouvrir la porte qui faisait face à celle que j'avais utilisée, mais constatai qu'elle était fermée à clé. Dans la bibliothèque, j'ai trouvé, pour mon plus vif plaisir, un très grand nombre de livres anglais. Ils remplissaient des étages entiers et des collections reliées de magazines et de journaux. Au centre de la pièce, une table était jonchée de magazines et de journaux anglais, même s'il n'y en avait aucun de bien récent. Les livres appartenaient aux genres des plus divers: histoire, géographie, politique, économie politique, botanique, géologie, droit, et tous se rapportaient à l'Angleterre, ainsi qu'à la vie et aux usages ou aux mœurs anglais. Il y avait même des ouvrages de référence tels que l'Annuaire de Londres, les livres rouges et bleus, l'Almanach de Whitaker, la liste des officiers de l'armée de la marine, et j'eus un peu de baume au corps en voyant celui-ci, la liste des professionnels du droit. Tandis que je regardais ces livres, la porte s'ouvrit et le comte fit son entrée. Il me salua chaleureusement, espérant que je m'étais bien reposé pendant la nuit, puis il poursuivit. « Je suis heureux que vos pas vous aient conduit vers cette pièce, car je suis sûr que bien des choses vous y intéresseront. Ces amis, dit-il en posant la main sur un livre, ont été pour moi de bons amis. Et depuis quelques années, depuis que l'idée m'est venue d'aller à Londres, ils m'ont fait goûter beaucoup d'heures de plaisir. C'est par eux que j'ai pu connaître l'Angleterre, votre grand pays, et la connaître, c'est l'aimer. Il me tarde de parcourir les rues peuplées de votre puissante Londres, d'être au milieu du tourbillon et du flot impétueux de cette humanité dont partager la vie, le changement, la mort, et tout ce qui fait ce qu'elle est. Mais hélas, je ne connais pour l'instant votre langue qu'à travers des livres. C'est vers vous, mon ami, que je me tourne, afin de savoir comment la parler. Mais, monsieur le comte, vous connaissez parler l'anglais parfaitement. Je vous remercie, mon ami, pour votre appréciation, qui n'est que trop flatteuse. Et je crains de n'avoir parcouru qu'une courte distance sur le chemin que je voudrais emprunter. Il est vrai que je connais la grammaire et les mots, mais pour l'heure, je ne sais comment les employer pour parler. En vérité, vous parlez excellemment. Il n'en va pas ainsi. Je ne sais que trop que si je me déplaçais dans votre Londres et que j'y parle, chacun verrait bien que je suis un étranger. Cela ne me suffit pas. Ici, je suis noble. Je suis boyard. Les gens du peuple me connaissent et je commande. Mais un étranger sur une terre étrangère n'est personne. On ne le connaît pas. Et quelqu'un que l'on ne connaît pas est quelqu'un dont on ne se soucie pas. Il me suffirait d'être comme les autres, de sorte que nul ne s'arrête en me voyant, que nul n'interrompe son propos s'il entend les mots que j'utilise et ne dise « Ah 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 !» un inconnu. Je fais partie des maîtres depuis si longtemps que je voudrais encore être maître, ou tout au moins que personne d'autre ne soit mon maître. Vous ne veniez pas seulement à moi en tant qu'envoyé de mon ami Peter Hawkins d'Exeter pour me parler de ma nouvelle propriété londonienne. J'espère que vous resterez un peu avec moi, afin qu'en parlant avec vous je puisse apprendre l'intonation anglaise. Et j'aimerais que vous me signaliez lorsque je commets une erreur en parlant, même la plus infime. Je suis désolé d'avoir dû m'absenter si longtemps aujourd'hui, mais je sais que vous voudrez bien pardonner à un homme qui doit s'occuper de tant d'affaires importantes. Je dis, bien sûr, tout ce qu'il était possible de dire pour aller dans ce sens.
et je demandai s'il m'était permis de venir dans cette pièce quand je le souhaiterais. Il me répondit que certainement, et ajouta « Vous pouvez aller partout où vous le souhaitez dans le château, sauf là où les portes sont fermées à clé, et, bien sûr, là vous ne souhaiterez pas aller. Ce n'est pas sans raison que toutes choses sont ce qu'elles sont. Si vous voyiez avec mes yeux et saviez ce que je sais, vous comprendriez peut-être mieux. Nous sommes en Transylvanie, et la Transylvanie n'est pas l'Angleterre. Nos mœurs ne sont point les vôtres, et bien des choses vous sembleront étranges. En vérité, à en juger d'après ce que vous m'avez déjà dit à propos des événements que vous venez de connaître, vous n'ignorez pas totalement de quelle étrangeté il peut ici s'agir. » Une longue conversation s'ensuivit, et comme il était évident qu'il voulait parler, fût-ce pour le seul plaisir de parler, je lui posai de nombreuses questions à propos de ce qui m'était déjà arrivé ou que j'avais pu observer. Parfois il esquivait la question ou détournait la conversation en faisant semblant de ne pas comprendre, mais en règle générale il répondait très franchement à tout ce que je lui demandais. Puis comme le temps passait, que j'avais quelque peu gagné en audace, je l'interrogeai sur certains faits étranges s'étant produits la nuit précédente, par exemple, pour quelle raison le cocher s'était dirigé là où nous avions vu les flammes bleues. Ainsi était-il vrai qu'elles indiquaient des endroits où de l'or était caché? Alors il m'expliqua que beaucoup de gens croyaient qu'une certaine nuit dans l'année, la nuit d'avant en vérité, celle où tous les esprits maléfiques sont censés se donner libre cours, on voit une flamme bleue surgir de tout lieu recelant un trésor. Qu'un trésor ait été caché dans la région que vous avez traversée la nuit dernière, cela ne fait guère de doute, car il s'agit du sol que se sont disputés pendant des siècles le Valak, le Saxon et le Turc. Ma foi, il n'est sans doute pas un pied carré dans toute cette région qui n'ait été enrichie du sang des hommes, ils fussent patriotes ou envahisseurs. Il y eut jadis des périodes agitées, lorsque l'Autrichien et le Hongrois déferlaient en horde et que les patriotes surgissaient pour aller à leur rencontre. Les hommes comme les femmes, et aussi les vieux comme les enfants, et qu'ils attendaient leur arrivée sur les rochers dominant l'école, afin de pouvoir les détruire d'un coup avec leurs avalanches artificielles. Quand l'envahisseur triomphait, il ne trouvait pas grand-chose, car tout ce qu'ils possédaient avait trouvé refuge dans le sol, leur ami. Mais comment toutes ces choses ont-elles pu demeurer si longtemps sans qu'on les découvre, alors qu'un indice évident les désigne pour peu que l'on prenne la peine de regarder? Le comte sourit, et comme ses lèvres se rétractaient sur les gencives, les longues canines acérées devinrent étrangement visibles. Il répondit « Parce que le paysan moyen est fondamentalement lâche et stupide. Ces flammes n'apparaissent qu'une nuit par an, et cette nuit-là, il n'est personne dans ce pays qui veuille, s'il peut l'éviter, sortir de chez soi. Mais cher monsieur, quand bien même cette personne sortirait, elle ne saurait que faire. Je vous l'assure, même le paysan dont vous me parlez, et qui a repéré l'endroit où se dressait la flamme, ne saurait en plein jour où la chercher en dépit de ses efforts. Vous-même, j'en jurerais, ne seriez point capable de retrouver ces endroits. Là-dessus, vous avez raison. Je ne sais absolument pas où même les chercher. » Notre conversation glissa alors vers d'autres sujets. « Allez, parlez-moi de Londres et de la maison que vous m'avez trouvée. » Je le priai d'excuser ma négligence, et j'allai dans ma chambre pour trouver les documents dans mon sac. Tandis que je les mettais en ordre, j'entendis tinter la porcelaine et l'argenterie dans la pièce d'à côté, et en la traversant, je remarquai qu'on avait débarrassé la table et allumé la lampe, car la pièce était à cette heure plongée dans l'obscurité. Les lampes étaient aussi allumées dans le bureau ou la bibliothèque, et je trouvai le comte étendu sur le sofa, lisant, chose étonnante, un indicateur Bradshaw de la Grande-Bretagne. À mon entrée, il débarrassa les livres et documents qui y étaient sur la table, et en sa compagnie, je procédai à l'explication des plans, actes et chiffres de toutes sortes. Il s'intéressait à tout et me posa une infinité de questions au sujet du lieu et de ses alentours. Il avait sans doute étudié par avance tout ce sur quoi il avait pu mettre la main à propos du voisinage,
car à l'évidence, il en savait fin de compte bien plus que moi. Quand je lui fis observer, il répondit. « Mais enfin, mon ami, n'était-il pas nécessaire qu'il en aille ainsi? Lorsque j'irai là-bas, je serai seul, et mon ami Harker Jonathan. Non, excusez-moi, je retombe dans les habitudes de mon pays en mettant en premier votre patronyme. Mon ami Jonathan Harker ne sera pas à mes côtés pour me corriger et pour m'aider. Il sera à Exeter, à des milles de là, sans doute en train de travailler à des documents juridiques avec mon autre ami Peter Hawkins. Alors, en ne négligeant aucun détail, nous examinâmes l'affaire de l'acquisition de la propriété de Purfleet. Une fois que je lui exposé les faits, lui eus fait signer les documents nécessaires et eus écrit une lettre d'accompagnement, prête à être mise à la poste à l'attention de M. Hawkins, il entreprit de me demander comment j'avais trouvé un site qui convenait aussi bien. Je lui lus les notes que j'avais prises à l'époque et que je transcris ici. À Purfleet, sur une route légèrement à l'écart, j'ai trouvé un site qui correspond exactement à ce que le client paraît souhaiter, et où une affiche délabrée indiquait que l'endroit était à vendre. La propriété est entourée d'un haut mur fort ancien, construit en lourde pierre et que l'on n'a pas réparé depuis de longues années. Le portail fermé est fait de vieux bois, de chênes massifs et de fer, entièrement rongés par la rouille. La propriété s'appelle Carfax, nom sans doute dérivé par corruption de la vieille expression « quatre faces », car la maison est à 4 côtés correspondant aux points cardinaux. Elle compte en tout quelques 20 arpents entièrement entourés par le solide mur de pierre surdimensionnée. Elle est plantée de nombreux arbres qui la rendent par endroits ténébreuse, et il existe une mare ou un petit lac profond et sombre d'aspect alimenté à l'évidence par quelques sources car l'eau est claire, et elle s'en déverse sous la forme d'un ruisseau de belle taille. La maison est très grande et elle date de toutes sortes d'époques. Depuis l'ère médiévale, l'une de ses parties, en effet, est faite de pierre d'une immense épaisseur et ne comporte que quelques fenêtres situées en hauteur et munies de lourdes barres de fer. On dirait qu'elle faisait partie d'un donjon et elle est proche d'une vieille chapelle, ou peut-être une église. Je n'ai pu y pénétrer n'ayant pas la clé qui permet d'y accéder depuis la maison, mais avec mon appareil photo, j'ai pris plusieurs vues sous différents angles. On a agrandi la maison mais sans aucune méthode, et quant à sa superficie qui doit être considérable, je ne peux que la deviner. Il n'y a que peu de maisons situées à proximité, l'une d'elles est une demeure de belle taille, récemment agrandie et dont on a fait un hôpital psychiatrique privé. On ne peut cependant pas la voir depuis le parc de la propriété. Une fois que j'eus terminé, le comte dit « Je suis heureux qu'elle soit grande et vieille. J'appartiens moi-même à une vieille famille, et cela me tuerait de vivre dans une maison neuve. On ne peut rendre en un jour une maison habitable, et après tout, il ne faut pas tant de jours que cela pour faire un siècle. Je me réjouis qu'il y ait une chapelle datant des temps anciens. Il nous est désagréable à nous autres, nobles de Transylvanie, de penser que nos ossements pourraient se mélanger à ceux du vulgaire. Je ne recherche pas la gaieté, ni les réjouissances, pas plus que je ne recherche la volupté étincelante d'un soleil généreux et de l'eau chatoyante, qui plaisent aux jeunes gens et à ceux qui s'amusent. Je ne suis plus jeune, et mon cœur, en raison des années péniblement passées à pleurer les morts, n'est pas d'humeur à se réjouir. De plus, les murailles de mon château sont délabrées. Il s'y trouve beaucoup d'ombre, et le vent fait sentir son souffle froid à travers ces créneaux et les châssis des fenêtres brisées. J'aime l'ombre et l'obscurité, et je souhaite, lorsque cela est possible, être seul avec mes pensées. D'une certaine façon, son propos n'était pas en accord avec sa physionomie, ou peut-être l'expression de son visage donnait-elle à son sourire une allure méchante et sombre. Bientôt, avec un mot de regret, il me quitta, me demandant de rassembler tous mes documents. Il s'absenta un petit moment et je me mis à regarder certains des livres qui m'entouraient. L'un d'eux était un atlas dont je vis qu'il s'ouvrait spontanément à la page de l'Angleterre, comme si on avait fait grand usage de cette carte. Je vis en la regardant que de petits cercles avaient été tracés par endroits, et en les examinant, j'observai que l'un d'entre eux était proche de Londres, du côté est. Les deux autres
étaient Exeter et Whitby, sur la côte du Yorkshire. Il s'était presque écoulé 1 heure lorsque le comte s'en revint. « Encore dans vos livres. C'est bien, mais il ne faut pas que vous travailliez tout le temps. Venez, on me dit que votre souper est prêt. » Il me prit le bras, et nous gagnâmes notre pièce où je vis qu'un excellent souper était prêt sur la table. Le comte me demanda de nouveau de l'excuser car il avait dîné à l'extérieur pendant qu'il était sorti. Mais il prit un siège, comme le soir précédent, et bavarda pendant que je mangeais. Après souper, je fumais, comme je l'avais fait la veille. Le comte resta en ma compagnie à bavarder et à m'interroger sur tous les sujets imaginables, et ce pendant des heures. Je voyais bien qu'il était vraiment très tard, mais je ne dis rien, car je me sentais obligé de satisfaire en toute chose aux souhaits de mon hôte. Je n'avais pas envie de dormir, fortifié que j'étais par le long sommeil de la veille, mais je ne pouvais m'empêcher d'éprouver ce frisson qui vous envahit lorsque vient l'aurore, qui à sa façon rassemble au changement de marée. On dit que ceux qui vont mourir meurent en général lorsque la nuit cède la place à l'aurore, ou au changement de marée. Quiconque en proie à la fatigue et, pour ainsi dire, rivé à son poste, a ressenti ce changement d'atmosphère, peut aisément le croire. D'un seul coup, nous entendîmes le chant du coq qui s'élevait avec une stridence surnaturelle dans la pureté de l'air du matin. Se levant d'un bond, le comte Dracula dit « Eh bien, voici le matin qui revient. Quelle négligence de ma part de vous faire veiller si longtemps. Il faudra que vous parliez d'une façon moins attrayante de l'Angleterre, mon cher, et nouveau pays. Peut-être qu'ainsi, je n'oublierai pas le temps qui passe et nous échappe. » Puis, en s'inclinant courtoisement, il me quitta. J'allai dans ma chambre et ouvris les rideaux, mais il n'y avait pas grand-chose à observer. Ma fenêtre donnait sur la cour et je ne pouvais rien voir sinon la chaleur grisâtre du ciel qui s'animait. Je refermai donc les rideaux, puis j'ai écrit ce qui s'est passé pendant cette journée. 8 mai. En remplissant ce carnet, j'ai commencé par croire que j'étais trop prolixe, mais maintenant je suis heureux d'être rentré d'emblée dans les détails, car cet endroit et tout ce qu'il contient ont quelque chose de si étrange que je ne peux que me sentir mal à l'aise. J'aimerais me retrouver en sûreté au dehors ou n'y être jamais venu. Peut-être suis-je affecté par cette étrange existence nocturne, mais plutôt ciel qu'il n'y eût que cela. S'il y avait quelqu'un à qui parler, je pourrais m'y faire, mais il n'y a personne. Il n'y a que le comte avec qui je puisse converser, quant à lui. Je crains d'être le seul être vivant en ces lieux. Qu'il me soit permis d'être prosaïque et de m'en tenir aux faits, si tant est qu'ils puissent l'être, eux aussi. Cela m'aiderait à faire face, et il ne faut pas que mon imagination se déchaîne. Si c'est le cas, me voici perdu. Il me soit permis de tout dire tout de suite de quelle est ma situation, ou tout du moins ce qu'elle paraît être. Je n'ai dormi que quelques heures après m'être couché, et sentant que je ne dormirais pas davantage, je me suis levé. J'avais accroché mon miroir de rasage près de la fenêtre et commençais juste à me raser. Soudain, je sentis une main sur mon épaule et j'entendis la voix du comte me dire bonjour. Je sursautai, stupéfait de ne pas avoir remarqué sa présence, car le miroir permettait de voir derrière moi la totalité de la pièce. En sursautant, je m'étais légèrement coupé, mais je ne m'en rendis pas compte sur le coup. Ayant répondu à la salutation du comte, je me tournai de nouveau vers le miroir afin de voir la source de mon erreur. Cette fois-ci, on ne pouvait s'y méprendre, car cet homme était près de moi et je le voyais par-dessus mon épaule. Mais on ne discernait pas son reflet dans le miroir. Derrière moi, toute la pièce était visible, mais il n'y avait pas de trace de la présence de l'homme, excepté la mienne. C'était fort étonnant, et ajouté à tant de faits étranges. Voilà qui commençait à aggraver ce vague sentiment de malaise que j'éprouve toujours lorsque le comte est à proximité. Mais je vis aussitôt que la coupure avait un peu saigné et que le sang me dégoulinait le long du menton. Je posai le rasoir et ce faisant me retournai à demi à la recherche de sparadrap quand le comte vit mon visage. Ses yeux étincelèrent, en proie à une sorte de furie démoniaque, et il tendit subitement la main en direction de ma gorge. Je me reculai et sa main toucha le chapelet auquel était accroché le crucifix. Cela provoquait chez lui un changement instantané,
La fureur disparut en effet si vite que j'avais de la peine à croire qu'elle eût jamais été présente. Faites attention. Faites attention si vous vous coupez. Dans ce pays, cela est plus dangereux que vous ne le pensez. Puis, saisissant le miroir de rasage, il poursuivit. Et voici le misérable objet qui est responsable. C'est un dégoûtant brimborion de la vanité humaine. Qu'il disparaisse. Ouvrant la lourde fenêtre d'une seule torsion de sa main terrifiante, il jeta au loin le miroir qui bien plus bas se fracassa en 1000 morceaux sur les pierres de la cour. Puis il se retira sans un mot. C'est extrêmement irritant, car je ne vois pas comment me raser à moins de me servir du boîtier de ma montre ou du dessous de mon bol de rasage qui est heureusement métallique. Lorsque j'entrai dans la salle à manger, le petit déjeuner était prêt, mais je ne pus nulle part trouver le comte. Je pris donc seul ce repas. Chose étrange, je n'ai encore jamais vu le comte ni boire ni manger. Ça doit être quelqu'un de très particulier. Après le petit déjeuner, je me suis livré à une exploration sommaire du château. J'ai gagné les escaliers et découvert une pièce donnant au sud. La perspective était magnifique, et de là où j'étais, on pouvait vraiment en profiter pleinement. Le château est situé au rebord même d'un précipice terrifiant. Une pierre tombant de la fenêtre parcourait 1000 pieds sans toucher quoi que ce soit. À perte de vue s'étend un océan de cimes d'arbres de couleur verte, avec de temps en temps une incision profonde là où se trouve un gouffre. On voit çà et là des fils argentés quand les fleuves serpentent à travers des forêts, traçant de profondes gorges. Mais je n'ai pas le cœur à décrire la beauté. Après avoir regardé la perspective, j'ai poursuivi mon exploration. Des portes, partout des portes, toutes fermées à clé, verrouillées. Il n'est nulle part de sortie praticable, si ce n'est les fenêtres percées dans la muraille du château. Ce château est une véritable prison, et je suis prisonnier. Dying of starvation. Can I throw this out? Craft a stone weapon. Shit! Wait. Knowledge. Oh. Weapons. Wait, what are the options? Warrior, Bruiser, Skirmisher. Okay, hold on. Weapons. Bruiser? I think a skirmisher is better. What do you guys think? Claws? Spears? She can be kind of like an Amazon. We unlock. Stone daggers. Okay, here we go. Hello, Boonbarians. Okay, now we need to craft